Donc je vous propose de passer à la table ronde et je vous prie d'accueillir nos invités. Pascal Durand, député européen. Antoine Frérot, président de Veolia. Antoine Laurent, responsable du plaidoyer de Reclaim Finance. Et last but not least, Nathalie Layani, donc présidente du FIR. Denis Terrien indiquait dans son introduction que les entreprises peuvent beaucoup sur les enjeux de durabilité. Donc maintenant, je vais vous laisser la parole et merci Patrick d'animer cette table ronde pour voir dans quelle mesure, effectivement, les entreprises vont pouvoir beaucoup face à l'urgence des transitions. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci infiniment, Denis, d'avoir... ta place t'est due devant, d'avoir tracé avec sincérité et précision les positions de la communauté des administrateurs en France qui traite ces débats, ils travaillent beaucoup, se posent toutes les questions que tu as abordées et débouchent aujourd'hui, non pas sur des, je dirais, c'est pas des positions figées, sur des dynamiques, sur des réflexions. Je conseille à tout le monde d'aller à la journée annuelle des administrateurs que tu animes, il y a énormément de gens, et où on voit qu'il y a une capacité à prendre en compte tout ce que tu as donné. Et c'est ça qui est intéressant en réalité, c'est cette plongée des débats d'administrateurs au cœur de la société. Donc, on peut témoigner que à travers ton exposé qu'elle existe et on va demander à nos intervenants de réagir par rapport à ça puisque en fait aujourd'hui vous donnez le là et en matière de gouvernance à part, enfin il y a le haut comité AFEP-MEDEF mais on est en France dans un cadre d'autorégulation. Et finalement, c'est à travers les positions de l'IFA, comme tu le fais aujourd'hui en faisant l'effort d'en discuter avec l'extérieur, que les choses s'ajustent. Et ça, je crois que c'est un vrai progrès. Dans le moment, l'autorégulation n'est pas forcément le bon mode. Bon, ça, je dirais que toutes les places ont leur tradition. Je pense qu'on pourra peut-être revenir là-dessus. Alors, donc merci à vous, dans l'ordre, Pascal, qui achève un mandat qui a été sacrément nourri, important. Je crois que jamais l'Union européenne n'a sorti autant de textes lourds et vraiment de textes de rupture aussi sur la prise en compte à travers le Green Deal des enjeux au sens large de transition pour nos sociétés, notre économie. Merci beaucoup Antoine Frérot, ce n'est pas d'aujourd'hui que vous êtes au premier plan sur ces questions. Vous les avez animées de longue date et notamment à l'Institut de l'entreprise et autres. Et il est vrai que lors de votre Assemblée générale, sur laquelle vous vous êtes expliqué, on a pu vous entendre pas mal, vous avez vécu directement cette discussion sur la position des parties prenantes, le rôle du Conseil de l'AG, et on est très intéressé à vous entendre pour voir comment tout ceci peut continuer d'évoluer positivement. Je vous remercie infiniment. J'aurais dû vous saluer d'abord, pardon, Nathalie. Vous représentez donc le Forum pour l'investissement responsable, qui est une des premières communautés en France historiques sur ces questions, puisqu'elle réunit les investisseurs engagés, l'ISR, de manière très large. Il n'y a pas que les financiers. Vous êtes ouvert à l'association multipartie prenante. Vous portez cette présence de l'ISR dans la vie financière et économique, laquelle, et vous interviendrez là-dessus avec l'actualité qu'on connaît, laquelle est aujourd'hui quand même, après un moment de croissance intéressant, très bousculée. On a beaucoup de remises en cause. Il n'y a pas que le C on Climate qui est un de vos sujets sur lequel je pense que vous direz un mot. Mais plus qu'un mot, apparemment. Un mot ou deux, comme vous le souhaitez, puisqu'en plus, il est en discussion à l'Assemblée nationale en ce moment. Donc, c'est intéressant de vous entendre là-dessus, mais parce qu'il y a aussi énormément d'éléments sur la place de l'investissement responsable dans notre économie qui, aujourd'hui, ont tendance peut-être à être remis en cause. Je pense au label ISR, je pense à beaucoup de choses que vous aborderez. Et puis, Antoine Laurent, merci beaucoup. Last but not least,
hein. Donc vous représentez, avec le travail que vous faites, avec Lucie Pinson, Reclaim Finance, vous représentez vraiment une ONG qui est très sérieuse sur ces questions, qui les aborde avec rigueur, qui fait un travail vraiment technique sur ce qui se passe, sur l'observation, et qui en sort des propositions qui bousculent, qui dérangent, certes, mais je suis persuadé que si vous ne faisiez pas ce travail d'observation très, très stimulant, on bougerait autant. Donc merci, je dirais, de nous stimuler. Alors, pour rentrer dans la discussion, je propose à chacun d'entre vous, d'une certaine manière, de reprendre un peu dans cette problématique de gouvernance qui nous intéresse au plus haut point, parce que, comme le disait Arnaud, en fait, c'est à la fois le plafond de verre dans la dynamique actuelle de la durabilité en France, qui est forte, qui est très forte. Je ne ferai pas simplement allusion au travail des pouvoirs publics sur la planification, bien au-delà de ça, qui est forte dans la société, mais qui pour autant a du mal parfois, il y a de la conflictualité ou de l'omerta à traiter des sujets dont on voit bien sur lesquels il faut s'entendre sur leur traitement progressif, raisonnable, équilibré ou indispensable, et notamment pour les citer, je dirais, au travers de ce qui est demandé au conseil d'administration de Nice, c'est est-ce que vraiment les stratégies climat sont prises en compte dans les conseils aujourd'hui à un point tel que cela modifie les décisions fondamentales? Est-ce que cette question du partage de la valeur qui est nécessaire à une rémunération de la transition et de la société au vu de ce qui est donné aux autres parties, dont l'actionnaire, dont on voit bien dans toutes les études et partout, au point même que la plupart des gouvernements occidentaux veulent légiférer sur la question des rachats d'actions ou des superprofits, etc., dont on voit bien qu'elle n'est absolument pas satisfaisante dans ces tendances récentes et au regard de l'inflation ou de la question des niveaux de salaire. 3, sur la question de la vigilance, c'est-à-dire de l'intégration dans la chaîne de valeur de toutes les composantes d'un développement durable confère ODD, qui est en discussion à Bruxelles, c'est un texte dont nous parlera Pascal Durand, et qui est probablement là vraiment le curseur d'un basculement de modèle, si on va jusqu'au bout, on l'espère, avec une vision extraterritoriale, pour qu'on ne vienne pas pénaliser la compétitivité européenne, mais à ce stade-là, ce serait, avec en arrière le texte français, ce serait quelque chose d'important, pour autant que les organisations professionnelles ne s'abordent pas effectivement cette évolution qui peut se faire du reste d'une manière raisonnable. On a la question, vous l'avez abordé, Denis, on voudrait que nos intervenants reviennent dessus, sur qui représente les parties prenantes dans le Conseil? Est-ce que ce sont les administrateurs indépendants plus compétents que d'autres? Est-ce que ce sont les salariés, etc. Et puis, le travail en tant que tel, il n'y a pas, et on travaille nous en termes de normatifs, il n'y a pas aujourd'hui dans les codes de bonne gouvernance cette dimension de durabilité que nous n'avions pas traitée jusqu'au bout dans le rapport IFA que tu as mentionné, Denis, et qui devrait, comme la stratégie s'est mise en place dans les missions du Conseil, qui devrait assez vite devenir une des missions des conseils. Voilà, donc je vous propose de faire ceci à chacun peut-être, si ça vous convient, en 5 bonnes minutes, pour qu'on ait deux temps de parole et puis un temps de conclusion, à la fois de réagir à ce qu'a dit Denis Thérien, de nous dire comment vous avez ressenti cette position de place qu'a traduit le président de l'IFA, et puis comment, sur ces points d'actualité que j'ai évoqués, en prenant ceux qui vous intéressent, vous considérez qu'on peut aujourd'hui progresser, faire bouger un peu les lignes, aujourd'hui, dans l'intérêt à la fois de la société, de la performance de nos entreprises, les deux étant liés, et d'une vision de l'avenir qui, évidemment, n'est pas dissociable de la gestion de nos grands enjeux de ressources et planétaires et de justice.
Voilà, si ça vous convient, on peut partir sur cette première phase. Et j'ai envie de demander, pour commencer, à Nathalie Layani, au nom du FIR, de nous dire, avec votre position un petit peu ancienne, historique, et d'observateur engagé sur l'investissement responsable, comment vous prenez ces sujets. Merci. Bonsoir à tous, je suis ravie d'intervenir ici et de débattre avec vous. Un mot quand même sur le FIR, parce que ça n'est pas une association, je sais pas, d'affreux activistes écolos de l'investissement responsable. C'est une association qui réunit plusieurs... Non, mais je mets les pieds dans le plat, comme ça c'est dit. C'est une association qui réunit des investisseurs qui se sont engagés de longue date, en effet, sur les questions d'investissement responsable. Mais dedans, vous avez Mirova, Amundi, BNP... qui d'autres, Rothschild, la Banque Postale Asset Management, bref, des investisseurs de la place de Paris qui ressemblent certainement à tous les investisseurs que vous connaissez. Ce sont des investisseurs qui, bien sûr, militent pour utiliser leur rôle d'actionnaire et leur rôle d'investisseur pour transformer le business model des entreprises afin que celle-ci évolue dans un monde durable. Nous considérons qu'en effet, les entreprises ont une part importante à jouer, une responsabilité en termes de durabilité, c'est évident, et ça a été redit dans le cadre de la planification écologique. 50% de la responsabilité relève quand même des entreprises. Donc évidemment, ce que nous portons, c'est faire en sorte que par notre rôle d'actionnaire, nous puissions faire levier sur les entreprises. Mais je dirais que ce qui est porté par cette association, qui est multipartie prenante, encore une fois, c'est-à-dire qu'on travaille avec les syndicats, les ONG et les chercheurs sur ces sujets, c'est aussi un intérêt bien compris. Et je ne vais pas vous refaire le discours de Marc Carnet en 2015, mais si nous, en tant qu'investisseurs, nous nous intéressons, nous nous engageons sur ces questions de responsabilité, c'est parce que nous considérons que investir dans des entreprises qui n'intègrent pas les limites planétaires et le plancher social, donc tous les enjeux de soutenabilité, c'est investir dans des entreprises qui sont risquées, qui comportent pour certaines un risque de stranded assets, mais qui peuvent aussi entraîner un risque de rentabilité, puisque toutes les études le montrent, et je vous invite à lire les études qui ont été primées par le FIR sur le rapport entre rentabilité et performance ESG. Les deux sont désormais corrélés, et notamment dans des scénarios à 2030. Donc c'est un intérêt bien compris de la part de ces investisseurs que de défendre à la fois un label ISR exigeant, et si vous voulez, je reviendrai sur ce sujet, et de défendre l'idée que les actionnaires, tous les actionnaires, doivent pouvoir se prononcer sur la stratégie environnementale des entreprises, à commencer par la stratégie climat. Le débat qui a émergé entre nous, et merci pour votre intervention, Monsieur Terrien, est celui de quelle est la responsabilité de l'Assemblée générale versus celle du Conseil d'administration. Et finalement, est-ce que aussi l'Assemblée générale peut émettre un avis et voter sur la stratégie ESG, mais avant tout climatique de l'entreprise? Est-ce que c'est son rôle? Je pense que vous l'avez très bien démontré. Il est évident que la gouvernance, dans ce monde de risques multiples, doit s'intéresser et doit piloter les impacts ESG de l'entreprise. On est tous d'accord là-dessus. Et donc évidemment que le conseil d'administration doit faire entrer dans ses matrices d'analyse et dans ses matrices stratégiques des indicateurs ESG, des indicateurs d'impact, et les piloter comme il pilote la stratégie et les trajectoires financières de l'entreprise. Mais pour un investisseur, comme je l'ai dit, c'est aussi absolument essentiel de pouvoir maîtriser le risque des entreprises dans lesquelles il investit et le risque extra-financier des entreprises dans lesquelles il investit. Et donc, il est légitime pour un investisseur de pouvoir se prononcer sur la stratégie climat des entreprises. Et donc, j'irai vite et je répondrai à vos questions, mais c'est la raison pour laquelle le FIR a défendu l'idée que tous les 3 ans, les grandes entreprises cotées devaient présenter à leurs actionnaires, dans une démocratie actionnariale bien comprise, leur stratégie, non pas pour les sanctionner, non pas pour les juger, mais simplement pour les inciter d'abord à converger vers ces modèles qui intègrent les limites planétaires et qui justement réduisent le risque environnemental.
et pour pouvoir émettre un avis qui, on aimerait qu'il puisse être pris en compte par la gouvernance de l'entreprise, mais qui serait consultatif. Donc, comprenons-nous bien, la position du FIR, c'est un vote tous les 3 ans sur la stratégie, avec la possibilité chaque année de voir où en est l'entreprise sur son alignement. Et puis, c'est ensuite au conseil d'administration de l'entreprise de l'intégrer. Je finis là-dessus. L'amendement qui a été déposé par Alexandre Holroyd sur le sujet a été adopté à l'Assemblée nationale. Donc ça n'est pas que la position du FIR, hein. C'est désormais la position d'une majorité des députés qui représentent aujourd'hui les Français. Et ça va passer en commission mixte paritaire le 8 ou le 9 octobre, donc verdict dans quelques jours. Alors on verra si ça va jusqu'au bout. J'aimerais quand même dans un prochain tour que vous puissiez quand même répondre aussi, après avoir rappelé le rôle fondamental des investisseurs responsables, quand même sur aussi leur remise en cause actuelle. On a aujourd'hui une situation de la finance durable qui est quand même sur le grill, qui pose problème à travers une multiplication des outils ESG très contestés, contestables et en situation aujourd'hui qui ne sont plus satisfaisantes, que l'Europe, Pascal nous dira un mot, va reprendre à travers la nouvelle SFDR quand même prochainement, parce qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas, article 8, article 9, tout ça est quand même assez pagailleux, vous en conviendrez. Et donc, voilà, j'aimerais aussi que vous nous disiez comment vous allez prendre votre part aussi à ceci. Peut-être, Pascal, maintenant, l'Europe a essayé... Non, vous reviendrez dessus. Je répondrai pour toi. Parce que voilà, je veux qu'il y ait du rythme et des échanges entre nous. Pascal, vous avez tenté donc de cadrer la gouvernance durable au début de votre mandat. On arrive aujourd'hui à un bilan qui reste intéressant, pas forcément totalement satisfaisant à vos yeux. Je vous laisse expliquer. Merci beaucoup, Patrick. D'abord, je voudrais quand même remercier Denis Terrien d'avoir dit que de toutes les institutions, même si c'est faible, c'est quand même l'institution européenne qui recueille le plus de taux de confiance. Donc c'est une bonne... Après les entreprises, non, mais là, je parlais des institutions. Mais alors si c'est le cas, alors ça me va très bien. Ça me va très bien, parce qu'en fait, ça me permet de revenir à quelque chose qui me semble essentiel et qui est le point de départ de l'état de la législation dans lequel on arrive. On a parlé des limites planétaires, on a parlé de la disparition de la biodiversité, du dérèglement climatique, etc., qui sont des réalités objectives auxquelles le monde, dans sa totalité, se trouve confronté. Et dans le monde, il y a les entreprises, qui évidemment ont une part majeure. Moi, j'ai été élevé, juridiquement, dans ma fac de droit, on m'avait appris qu'une entreprise, d'abord c'est un contrat que des gens décidaient de faire entre eux pour partager les bénéfices et les pertes. Et c'était ça, le rôle de l'entreprise. C'était un contrat, et un contrat qui avait vocation à faire ses bénéfices et ses pertes. Si je reviens, ça paraît quand même un peu ringard de revenir au droit romain, je suis vieux mais pas à ce point-là, mais la réalité, c'est qu'à l'époque, on pensait que le bien, l'intérêt général, était entre les mains de l'État ou des collectivités, des institutions politiques au sens noble, large, à l'époque, vu comme tel. Et on s'est aperçu, et c'est là où il y a un vrai bouleversement, et c'est pour ça que je vous rejoins tout à fait, et que c'est peut-être ça qui explique le fait qu'on est maintenant obligé de légiférer aussi sur les questions de l'extra-financier, c'est que l'État a compris, les États ont compris que seuls, ils n'arriveraient à rien. Ils peuvent faire effectivement l'accord de Paris, qui est très important, qui donne des caps, des objectifs, ce qui est quand même le rôle des politiques. Heureusement qu'ils se saisissent d'objectifs d'intérêt généraux, mais ils ont compris que sans la participation de l'ensemble des parties prenantes, et donc évidemment d'abord au premier chef des entreprises, rien ne sera possible. C'est-à-dire qu'aucun objectif ne sera atteint. Et c'est ça la grande nouveauté. C'est qu'on demande aux entreprises maintenant de participer à un intérêt général, un bien commun, ce qui n'est pas, au départ, bien sûr, certaines entreprises participaient déjà, je ne fais pas du tout le procès de l'entreprise, ceux qui me connaissent savent que je ne l'ai jamais fait, bien au contraire. Mais pour autant, maintenant, on leur donne un rôle. C'est-à-dire que l'accord de Paris, moi, en tant qu'avocat, j'aurais dit il y a 10 ans, mais l'accord de Paris, ça ne concerne pas les entreprises. Ce sont des objectifs étatiques, à l'État de se démerder pour les mettre en œuvre. Et là, maintenant, on est dans une logique de main dans la main, avec, effectivement, les entreprises et d'autres parties prenantes. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui a été dans la logique de la CSRD. Nathalie l'a un peu évoqué.
pour aller vraiment à la serpe et très très vite. On arrive à une convergence. Il y a les limites planétaires dont vous avez parlé, c'est un mur, mais c'est un mur dans lequel maintenant tout le monde, il y a quelques critiques et globalement, mais entre Copenhague et Paris, on voit bien qu'il y a eu une prise de conscience très très large. Donc, il y a les réalités planétaires. 2, il y a les investisseurs qui en avaient assez de voir des normes et des standards extra-financières qui étaient au mieux la foire à la saucisse, le pire, la loi de la jungle. C'est-à-dire qu'en gros, chacun faisait ce qu'il voulait. Les entreprises vertueuses donnaient des vraies informations, les voyous donnaient des fausses informations, et ceux qui n'avaient pas vraiment envie, ils donnaient rien, ou vraiment ce qu'ils avaient envie de donner, et pas le reste. Ça, c'était insupportable pour les investisseurs, et il fallait arriver à la même rigueur sur les questions extra-financières. L'absence d'arbitraire, qui est quand même chère à toutes les entreprises, une concurrence saine, c'était la deuxième raison. Et la dernière, et je terminerai là-dessus, j'espère que je ne suis pas trop long, la dernière, c'était effectivement le fait de rentrer, alors le terme a été évoqué, celui d'une démocratie au XXIe siècle et d'une démocratie d'entreprise modifiée. Il n'y a pas que la démocratie des politiques, la perte de confiance que vous évoquiez, elle risque d'arriver demain aussi sur les entreprises. Peut-être pour le moment, le pourcentage est meilleur et c'est tant mieux. Mais la perte de confiance des politiques, ce n'est pas sur leur incompétence. Parce que finalement, ils sont ni plus ni moins incompétents qu'avant. Mais c'est sur le fait qu'il y a une perte de confiance de la société sur la prise en compte de l'intérêt général et du bien commun. Et donc, il faut que les entreprises entrent dans cette nouvelle logique. Et ça passe par une nouvelle démocratie, un nouveau lien avec les parties prenantes. Vous parliez de l'expertise dans les conseils d'administration. C'est très bien que les administratrices et les administrateurs se forment, et j'en suis très très heureux. Moi, je me bats d'ailleurs pour que les avocats et le barreau fassent le même travail. Mais pour autant, l'expertise, elle vient aussi des ingénieurs. Un plan de transition climatique, c'est un boulot d'ingénieur. C'est vraiment quelque chose de spécifique. La question de biodiversité, etc., il faut une expertise spécifique. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est non pas de prendre le pouvoir aux administrateurs, m'intéresse pas, mais que vous arriviez à intégrer une expertise, et ça passe par un autre rapport avec les parties prenantes. Je ne sais pas sous quelle forme, parce que ça, c'est pas au législateur de tout décider, mais il faut changer les rapports avec les parties prenantes, et il faut les intégrer dans le processus décisionnaire. Voilà, alors, ça me paraît très très important. Et sur le rôle de l'Assemblée Générale et du CEIN. Alors moi, si on avait des rapports objectifs, moi, je pense qu'il faudrait qu'il soit débattu, mais dans un cadre informatif, mais que l'actionnaire puisse être informé par, pourquoi pas, des experts indépendants, exactement comme on peut l'avoir pour les comités d'établissement, comme on peut avoir des informations qui sont données et qui puissent être débattues dans le cadre d'une assemblée générale. Alors, moi, ça ne me choquerait pas. Avant de donner la parole sur ce point à Antoine Frérot, qui va nous dire... Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, vous avez le sentiment, Monsieur Frérot, que les parties prenantes de Veolia sont bien suffisamment prises en compte dans les travaux de votre conseil? Vous n'échapperez pas, Pascal, à ma relance tout à l'heure, car vous ne nous avez pas dit quand même pourquoi vous n'avez pas pu agir autant que vous le souhaitiez au début de votre mandat sur la gouvernance durable. Car c'est quand même une spécificité qui, dans le scope des réformes de l'Union, est aujourd'hui absente. Je tiens à mon questionnement et je vous laisse, Antoine, parler de votre situation. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre invitation. Je vais commencer par réagir sur cette position sur le rôle des assemblées générales, donc des actionnaires, et notamment sur le CEIN. Je pense que mes deux voisins sont naïfs, d'une naïveté sidérante. Une entreprise, on le sait tous, elle a de multiples parties prenantes. Et ses performances, elles ne sont pas unidimensionnelles. Ce n'est pas seulement la performance financière. D'ailleurs, M. Terrien, ce n'est pas seulement l'intégrité de l'information financière qu'on attend du Conseil, c'est l'intégrité de l'information multisectorielle et extra-financière aussi. Mais du coup, l'une de ces parties prenantes, les actionnaires représentés en Assemblée Générale, ont déjà beaucoup de pouvoir dans l'entreprise. Et depuis 40 ans d'économie actionnariale ou financière, elles ont plus de pouvoir que les autres parties prenantes. Comment peut-on imaginer qu'en laissant dans la main d'une seule des parties prenantes un vote définitif, parce qu'en Assemblée Générale, il est définitif, on ne peut pas revenir dessus en conseil d'administration, laisser dans la main d'une seule des parties prenantes le soin d'équilibrer
ou d'arbitrer l'intérêt global des entreprises et de toutes ces parties prenantes. Il y a bien évidemment un conflit d'intérêts. On est jugé parti. Et c'est pour ça que vous êtes, je pense, naïf. Il faut trouver une autre instance qui soit plus équilibrée et représentant toutes les parties prenantes, ou un plus grand nombre tout au moins, parce que tout ça sera peut-être difficile, plutôt qu'une seule. En tous les cas, on fera toujours mieux avec quelque chose de pluriel qu'avec quelque chose de singulier. L'Assemblée générale, ce sont uniquement les actionnaires. Alors, madame représente les investisseurs, donc elle plaide pour sa paroisse, je le comprends. Mais ceci n'équilibre pas les choses. Et donc, en laissant à l'Assemblée générale le soin de trancher tous les séines de la terre, eh bien, vous aurez ce que vous avez semé, c'est-à-dire le renfort du pouvoir du monde financier sur l'économie. Et c'est ça, malheureusement, dont nous souffrons depuis trop longtemps. Que proposez-vous, Antoine? Eh bien, je propose que quelles sont les autres instances possibles. Après l'Assemblée générale, c'est clairement le conseil d'administration qui finit par quand même avoir le fin mot sur le fonctionnement des entreprises. Comme l'Assemblée générale qui rassemble que les actionnaires, par construction, ne pourra pas être plurielle, il faut que la pluralité d'intérêts de l'entreprise et la pluralité d'objectifs soient reflétées dans le conseil d'administration. Et que donc au sein de ce conseil, il y ait des membres qui puissent instruire les autres, débattre, compromettre avec les autres pour trouver la meilleure résultante, la meilleure harmonie, le meilleur équilibre entre l'intérêt de toutes ces parties prenantes, l'équilibre en question d'ailleurs pouvant varier en fonction des contextes et en fonction des moments dans l'entreprise. Vous le savez, depuis quelques années maintenant, nous avons des représentants des salariés. Beaucoup l'avaient beaucoup craint. Il n'y a plus beaucoup aujourd'hui qui le craignent. Tout le monde, de nombreux chefs d'entreprise reconnaissent que ceci a apporté beaucoup de choses aux entreprises. Et a d'ailleurs ouvert les yeux et des conseils et des syndicats. Eh bien, je pense qu'il serait souhaitable d'avoir dans les conseils d'autres membres, non seulement experts, mais surtout, quelque part, représentatifs des autres parties prenantes, ou des principales parties prenantes d'une entreprise. Et c'est ainsi que naîtra le meilleur, le consensus optimal dans la manière de conduire l'entreprise. Avant que Antoine donne son avis plus large sur ces débats, comment vous pouvez vous assurer que votre représentant, votre administrateur, qui représente effectivement d'autres parties prenantes, est-ce qu'il faut qu'il soit choisi parmi? Est-ce que c'est au contraire son expérience propre? Est-ce que c'est le processus de sélection ouvert? Quelle est votre idée pour garantir un peu cela? Vous le savez, la loi de 2013 qui a imposé la présence de représentants des salariés au conseil d'administration ne précise rien. Au début, je m'en étais inquiété. Je comprends mieux aujourd'hui pourquoi elle ne l'a pas précisé. Parce que c'est très difficile de proposer un mode de désignation. De fait, les entreprises ont trouvé, je pense sans trop de contestation, leur voie, qui est peu différente d'une entreprise à l'autre, pour faire en sorte que les représentants des actionnaires soient représentatif. Bon, alors chacun a mis sa méthode en place. C'est pas facile d'imaginer, par exemple, prenons la partie prenante client ou la partie prenante planète. C'est pas facile d'imaginer un mode normatif de choix. Mais ce qu'on peut demander aux entreprises, et éventuellement le sanctionner a posteriori par le juge s'il est nécessaire, c'est de faire cette démarche et de justifier qu'elle a été faite sincèrement et que la manière et le choix qui a été fait sont représentatifs quelque part. Bon. Je pense que ce n'est pas impossible de laisser les entreprises choisir la voie pour désigner ces représentants. Bien évidemment, l'expertise est nécessaire, elle est nécessaire pour tous. D'ailleurs, la formation donc, est nécessaire pour tous les administrateurs. Mais ça ne suffit pas d'être expert. Les conseils d'administration ne sont pas des instances technocratiques. Elles doivent représenter les intérêts de l'entreprise. Et l'intérêt des entreprises, c'est l'intérêt de ses parties prenantes, avec bien sûr les différences entre ces intérêts. Et donc, je pense que si on doit nommer quelque chose, c'est sans doute de demander aux entreprises de préciser quelles sont leurs principales parties prenantes, à travers leur raison d'être. Une raison d'être, ce n'est pas 3 lignes. Une vraie raison d'être, c'est
quoi que fait l'entreprise, pourquoi elle le fait, pour qui elle le fait et comment elle le fait. Dans le pour qui, elle définit pour qui elle travaille. Et à partir de là, aux entreprises de proposer le schéma de proposition à l'Assemblée générale. Je rappelle quand même que les Assemblées générales choisissent, votent pour les administrateurs, mais le conseil d'administration pourra proposer le schéma qu'il a choisi pour proposer à l'Assemblée générale les administrateurs représentatifs de ses principales parties. Alors je vais faire réagir, Antonin, si vous voulez bien réagir à ceci et élargir le débat, étant entendu que dans la loi Pacte, on a maintenant ces deux jambes constitutives de la définition de la société, qui est d'une part l'intérêt social que vous venez de rappeler, Antoine Frérot, et par ailleurs la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux qui lui a été confiés. Juste un petit mot, Monsieur Lumière. Si l'Assemblée générale de Veolia n'a pas voulu accepter le vote que je leur avais proposé, de laisser au seul conseil d'administration le soin de valider et de mettre en œuvre la raison d'être de l'entreprise, c'est justement parce qu'ils ont réclamé d'avoir le dernier mot. Et les actionnaires ne souhaitaient pas laisser cela au conseil d'administration. Et ceci est symptomatique. Ne soyons pas naïfs. Quand on tient le pompon du Mickey, on ne le lâche pas facilement. Antoine, non, vous n'êtes pas naïf, je le sais. Mais personne n'est naïf. Personne ne l'est dans cette salle, je crois. On a tous notre part de complexité en nous et il y a une part d'ombre forcément. Merci pour l'invitation, ravi de pouvoir contribuer à ce débat, on voit bien riche et important. Moi, je vais apporter ma brique, en fait, en allant sur... Alors, il y a le rôle des entreprises dans la transition écologique. Je parle de l'écologie parce que c'est vraiment le cœur de notre activité chez Reclaim Finance. Évidemment, il y a d'autres enjeux que l'écologie, je ne l'oublie pas. Mais il faut aussi penser à une chose, et je pense que c'est un peu le cœur de ce dont on discute là, c'est le partage de la responsabilité des différentes parties prenantes dans cet effort de transition dans lequel il existe aussi une obligation, je dirais morale, mais qui est aussi souvent légale et de toute manière universelle, de ne pas nuire, de ne pas aller à l'encontre de la transition. Et ce partage de la responsabilité, qui est de l'ordre de la responsabilité RSE, bien que la loi vient aussi mettre sa pression, mais en tout cas chaque acteur de la société, y compris acteurs économiques, donc parties prenantes, ont leur propre responsabilité, doivent pouvoir faire valoir cette responsabilité. Lorsqu'on parle des assemblées générales, et en particulier de cette question du CN Climate, il est, selon nous, en fait, c'est un outil qui permet justement de créer un nouveau trait d'union entre l'entreprise et le pouvoir de l'entreprise qui est concentré sur le conseil d'administration en lien étroit avec la direction, sur lequel repose évidemment la responsabilité sociétale au sens large, une responsabilité qui se doit d'être partagée avec ces investisseurs parce qu'eux-mêmes ont une responsabilité en tant qu'investisseurs vis-à-vis de l'activité des entreprises de leur portefeuille. Et chez Reclaim Finance, le cœur de notre métier, je dirais, nous, c'est de dire aux investisseurs, entre autres aussi au reste du monde de la finance, mais de leur dire, en tant que financeur de l'économie, vous avez une responsabilité. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, et c'est tout l'intérêt de ce CN Climate que nous, on soutient, c'est qu'il y a une difficulté dans le dialogue actionnarial à faire valoir cette responsabilité. Et le conseil d'administration, qui est quand même élu par les actionnaires, donc il y a un lien, non pas d'aliénation, mais au moins de... Déjà beaucoup, hein. Oui, heureusement qu'il y a un minimum de démocratie dans la constitution d'un conseil d'administration. Le conseil d'administration a des comptes à rendre à l'ensemble de ses parties prenantes, y compris à ses actionnaires. On l'a vu avec le Say on Pay, c'est une suite logique du sens de l'histoire qui veut qu'évidemment les actionnaires qui décident qui prennent part à la décision sur le partage de la production des bénéfices de l'entreprise aussi prennent part à cette décision sur la part que prendraient les membres du conseil d'administration dans la rémunération et sa direction. Permettez d'intervenir une seconde là-dessus. Je crois qu'il y avait un ticket avant. Quand on reproche au monde financier que les patrons d'entreprise alignent leur action sur l'intérêt des actionnaires et qu'on leur confie en plus le soin de décider par le CNP de leur rémunération, comment voulez-vous qu'on ait une évolution ? Dont acte. Terminez Antoine, s'il vous plaît. Et je modère juste une chose sur ce que vous disiez, Nathalie. Parce qu'au-delà du partage des responsabilités, on est en train de débattre sur le partage du pouvoir, de se dire quel pouvoir le conseil d'administration peut partager avec les salariés, pourquoi pas avec les clients ou fournisseurs, c'est tout l'enjeu du devoir de vigilance. Ou là, lors d'une assemblée générale, et puis d'ailleurs, c'est pas que l'assemblée générale, c'est aussi tout le travail qui est fait aux alentours dans la relation avec les investisseurs via le dialogue actionnarial.
comment dire, ce partage du pouvoir, il est quand même, tel que présenté par cet amendement, il est quand même limité, voire quasi nul. Ça n'est qu'un say on, c'est-à-dire on demande l'avis. Il n'y a aucune influence, telle que l'amendement a été rédigé, sur la décision finale de l'entreprise. Si la stratégie climatique est considérée comme mauvaise à majorité par les investisseurs, juridiquement, il n'y a aucune influence. Évidemment, ça aura un impact sur la réputation et on espère qu'il y ait une réaction du conseil d'administration, mais au moins les investisseurs ont leur mot à dire et par cet outil ont aussi une bien meilleure idée de la façon dont l'entreprise compte agir. Et une fois qu'ils ont donné leur avis en disant « je ne suis pas d'accord sur ce que vous me dites », et si l'an prochain, les investisseurs voient qu'il n'y a pas de réaction, alors les investisseurs pourront, grâce à cela, réagir en leur propre responsabilité, et c'est tout l'intérêt de cet outil. Vous exprimez en fait l'attente d'une argumentation contradictoire sur ces questions-là et de nature à pouvoir stimuler un peu plus le Conseil sur ces propositions. C'est ça. Du reste, ça montre, avant que Nathalie réponde, parce que vous avez été sur plusieurs points sollicité, Nathalie, au nom des investisseurs institutionnels et de leur double ou triple nature, est-ce que, en fait, il n'y a pas une problématique toute simple, fondamentale, sur laquelle, du reste, l'Union aurait dû apporter une proposition de réponse, Pascal, c'est cette représentation des parties prenantes. Aujourd'hui, elle n'est nulle part, dans aucun droit des sociétés aujourd'hui en Europe, vraiment satisfaisante, à part, vous le rappeliez, Antoine Frérot, la question des salariés, qui a été ici et là traitée de manière assez fondamentale, mais c'est vrai qu'on a plus de 150 ans de questions sociales derrière. Donc là, on voit bien qu'on ne trouve pas la solution. Qu'en pensez-vous, Nathalie? Alors, le vote des actionnaires sur un Say on Climate, ça n'a rien à voir avec le fait de valider par l'ensemble des parties prenantes la stratégie d'une entreprise. Enfin, si c'est ça que j'ai dit, alors vraiment, on s'est mal compris. Donc, vous faites de la rhétorique, là, pardon, je suis peut-être naïve, mais vous faites de la rhétorique. Non, il ne s'est jamais agi de ça. Il s'agit d'inciter l'entreprise à présenter sa stratégie climat à un tiers. S'il n'y a pas de Say on Climate à ce jour, l'entreprise ne rend compte de sa stratégie dans un dialogue contradictoire à personne. À personne. Citez-moi un acteur auprès duquel une entreprise aujourd'hui doit présenter sa stratégie climat dans un dialogue contradictoire qui lui permet de se fixer des objectifs et de voir d'année en année s'ils sont atteints. Oui, pas le CSE. Et c'est pour ça que CSRD incite l'entreprise à en effet présenter sa... Le CSE, c'est comme l'Assemblée Générale, le CSE, c'est une seule partie prenante. Bien sûr, la réponse, c'est le conseil d'administration bien constitué. Oui, mais le conseil d'administration est jugé partie, pardon, c'est enfin, un conseil d'administration qui voterait lui-même sa stratégie climat n'aurait pas de regard, je dirais, contradictoire sur sa stratégie climat. Donc, il y a un intérêt quand même à pouvoir avoir ce dialogue avec des investisseurs qui ne cherchent pas à s'opposer à la stratégie de l'entreprise. Un investisseur est intéressé à la réussite de l'entreprise, mais à le challenger. Donc je ne comprends pas cette méfiance vis-à-vis des Say on Climate. Une entreprise qui fait le job, qui se dote d'une stratégie d'alignement sur un scénario accord de Paris 1,5 degré et plus, c'est ce qu'on demande au FIR, devrait être tranquille à l'idée de présenter sa stratégie climat à ses actionnaires. Enfin, c'est la suite logique du reporting. Voilà, donc et ensuite sur la question de la défiance auprès des investisseurs qui est liée aussi à ce sujet. Évidemment, au FIR, c'est un sujet qu'on prend à bras-le-corps. Toutes les enquêtes que nous menons avec l'IFOP d'année en année montrent qu'il y a encore très peu d'épargnants qui acceptent d'investir leur argent dans des fonds ISR ou dans des produits labellisés ISR parce qu'ils s'en méfient, parce qu'ils ne sont pas... D'abord parce qu'on ne leur propose pas, hein, mais aussi parce qu'ils ont un doute sur vraiment l'impact ISR, même s'ils sont demandeurs en fait de savoir beaucoup mieux ce qu'on fait de leur argent. Et donc évidemment le FIR milite au travers du label ISR pour qu'on remonte les exigences, et franchement la copie qui est là n'est pas parfaite. On aurait aimé un label gradué pour justement mieux coller à la réglementation européenne et aux articles 8 et 9 et à la taxonomie européenne, mais c'est une base. En tout cas, il ne faut pas revenir en arrière sur les exclusions, et notamment les exclusions fossiles, à partir de cette base. Mais voilà, il fallait plus de lisibilité, plus d'exigence sur ce label. C'est ce pourquoi milite le FIR, pour justement lutter contre cette défiance. Et ce que nous faisons aussi, c'est que nous posons des questions aux entreprises du CAC 40 chaque année
pour savoir où elles en sont sur l'intégration des questions climatiques, sur l'intégration des questions de gouvernance, de bonne gouvernance, sur la relation avec les parties prenantes, sur le social, etc. Force est de constater que même sur le climat, il y a encore 9 à 10 entreprises du CAC 40 qui n'ont pas de stratégie d'alignement à 1,5 degré. Donc, je veux dire, nos préoccupations et notre volonté quand même, tous les 3 ans, d'avoir ce dialogue sur les stratégies climat, il est fondé sur un diagnostic qui est qu'on est encore très loin du compte. Et sur les questions sociales, de partage de la valeur et de gouvernance, ce qu'on observe, c'est qu'il y a encore une bonne quinzaine d'entreprises qui ne se posent pas encore les bonnes questions. Mais voilà. Ce qui est étonnant, avant que vous ne repreniez la parole tous les deux là-dessus, c'est qu'on a le sentiment que quand même, aux États-Unis par exemple, où le ESG est extrêmement décrié en ce moment, les débats d'Assemblée sont plus forts. L'activisme est plus clair et plus net de la part d'actionnaires sur la réalité des stratégies climat ou d'autres choses. C'est assez étonnant de voir ce déséquilibre. On a peur en Europe de pousser, en gros, cette contradiction, alors qu'elle existe de façon beaucoup plus prononcée, en réalité, dans le capitalisme américain. Oui ou non? Vous le vivez comme ça? Le CA Climate sont venus des pays anglo-saxons, oui. Oui, c'est ensuite, ça se développe beaucoup en Europe, hein, en Allemagne, en Suisse. C'est exact, mais vous allez voir ce qui va arriver. Oui. Ce que je crains, les actionnaires vont refuser de concéder trop d'intérêt aux politiques environnementales. On va voir que les actionnaires vont refuser aux entreprises des politiques environnementales qui coûtent trop cher. Alors, qui leur coûtent trop cher. Vous allez voir ça. Et aux États-Unis, ça commencera par les États-Unis. Antoine, je voudrais vous challenger sur ce dernier point, parce qu'il va faire le pont avec ce que vous auriez voulu ou pu légiférer, Pascal. C'est qu'en fait, on a une extrême difficulté. Qu'en pensez-vous? C'est une question que je vous pose. Vous pourrez réagir les uns les autres, à poser la question qu'on vient de vivre avec la nouvelle stratégie de la Société Générale là, ces derniers jours, ce débat sur le just and decent profit, c'est-à-dire de faire accepter par la communauté financière qu'il y a des niveaux, et on en a parlé ensemble déjà à plusieurs reprises, M. Frérot, et je croyais que vous étiez plutôt là-dessus assez sensible à cette affaire, c'est-à-dire qu'en fait, la maximisation, rappelez-vous les débats posés par Emmanuel Faber, la maximisation paraît une mauvaise approche, alors que la canalisation, si je puis dire, dans des rendements qui sont des rendements acceptables, le coût de l'argent, la prime de risque, etc., donnerait peut-être une capacité à s'entendre. Bien évidemment. Mais qu'est-ce que vous constatez à la Société Générale? Les parties prenantes ne sont pas contre ce qu'ils ont proposé. Une seule est contre. Les actionnaires qui ont voté avec leurs pieds et qui ont vendu des actions. Une seule est contre. Ouais. Quand c'est contre son intérêt et qu'on a le pouvoir, eh bien, au bout d'un moment, on choisit son intérêt. Je suis désolé, mais malheureusement, c'est comme ça. Pas les fonds. Et donc, il faut que ça soit plus équilibré. Les fonds ISR, vous suivez? Alors, il y a un point où je suis complètement d'accord avec vous, c'est qu'en effet, ce qu'on observe, c'est que, notamment dans les assemblées générales des grands énergéticiens, la majorité des actionnaires votent au regard de leurs bénéfices et de leurs profits. Ils ne votent pas en fonction de l'intérêt. Mais il reste que ce vote, encore une fois, permet un débat sur la stratégie, qui n'a pas lieu sinon. Qu'il y ait un dialogue, il y a un débat, je trouve ça bien, avec toutes les parties prenantes, y compris le CSE d'ailleurs. Mais c'est un débat. Un vote à l'Assemblée générale, on ne peut pas revenir dessus, malheureusement. Le conseil, le directeur de l'entreprise ne peut pas revenir là-dessus. Ce point étant dit, Pascal, le juge de paix européen, là. Non, c'est pas le juge de paix, c'est que vous avez l'illustration de la raison pour laquelle je n'ai pas pu intégrer la gouvernance dans la CSRD. C'est aussi simple que ça. C'est pas la peine d'aller voir plus loin. C'est-à-dire que... Les Allemands nous sont Non, mais quand je dis... C'est la discussion. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand nous, moi, déjà en tant que législateur, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une sorte de convergence de la société civile qui demande quelque chose, et notamment la fin de l'arbitraire et le fait qu'on ait des normes et des standards qui soient cohérents et surtout qui ne polluent pas, on va dire, la libre concurrence. Le problème que nous avons, c'est que quand on est sur la demande de législation sur des normes et des standards, oui, on va nous demander d'être plutôt calme sur les PME, plutôt précis sur... OK. Mais dès qu'on touche à la gouvernance, là, on est au cœur de la machine. C'est-à-dire que les administrateurs et les présidents ne veulent pas perdre une partie de leur pouvoir
Les parties prenantes demandent à avoir plus de pouvoir et pouvoir intervenir dans la décision, exactement comme les syndicats l'ont fait, ou comme dans le capitalisme rénan, j'allais dire, c'est historique. Et donc nous, on s'est trouvés confrontés à cela. Moi, j'avais essayé, et je dis le moi-je, pardon, je déteste ça, mais c'est parce que je l'avais porté dans le rapport. Et le rapport, je faisais CSRD, devoir de vigilance, donc CSRD, rapport extra-financier, l'obligation de dire, pas de faire, l'obligation de dire. Devoir de vigilance, et plus l'obligation quand même de faire, et puis donc la gouvernance. Les trois étaient mis dans le même rapport. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. J'ai eu unanimité sur CSRD, un peu moins sur le devoir de vigilance, mais ça allait, gouvernance bloquée, totalement bloquée. Et donc je n'ai pas pu passer sur cette question-là. Oui, la diversité, femmes-hommes, dès lors qu'on ne demande pas à rentrer quand même dans le pourcentage sur la direction générale. Mais bon, si on reste sur les administratifs, les administrateurs, on s'en sort. Mais bon, voilà. Et la France a été remarquable, on a bien fait de le dire, heureusement qu'elle a légiféré. Mon problème, c'est que j'avais essayé donc de dire, mais on peut peut-être quand même essayer de revoir la gouvernance. On parlait de la démocratie des entreprises. Là, blocage. Et oui, les entreprises françaises étaient dans la discussion, mais les entreprises allemandes, notamment la partie, et on va le dire, bavaroise, parce qu'on parlait des PME, des ETI, et la partie la plus conservatrice, réactionnaire, on ne va pas avoir peur des mots, réactionnaire du patronat allemand, a bloqué toute discussion là-dessus. Et j'avais essayé de trouver, et je terminerai là-dessus, parce qu'encore une fois, les discussions de terrain sont plus intéressantes. Nous, on essaye d'encadrer, mais on ne décide pas, heureusement. J'avais essayé de proposer un comité consultatif des parties prenantes sur des listes, parce que la FEP m'a dit tout de suite, non mais attendez, on ne va pas foutre Greenpeace comme partie prenante dans... Eh bien, très bien. Pardon d'être trivial, je n'étais pas à moi de répondre à cette question. Moi, je faisais une proposition. J'ai dit, on peut définir par secteur des listes de parties prenantes sur les clients, les consommateurs, sur les experts des transitions, sur les etc., etc. Et j'avais demandé à ce que ce comité consultatif éclaire de manière parfois confidentielle ou parfois publique, quand on le décidait, le conseil d'administration, et que ça puisse faire rapport, le cas échéant, à l'assemblée d'actionnaires. Eh bien, ça m'a été refusé, effectivement, j'ai perdu là-dessus, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de majorité très claire. Et pourquoi? Et donc je le dis, puisque la question m'était posée, quelles ont été les résistances là-dessus? Les résistances sont venues très clairement d'une partie du patronat. Je le dis et je le répète, la partie du patronat qui est représentée au Parlement et à la Commission européenne n'est pas nécessairement la partie du patronat la plus active et ni celle qui est la plus demanderesse. Et c'est insupportable pour un politique, parce que moi je discutais avec des chefs d'entreprise et des administrateurs qui demandaient à ce que les choses bougent, mais il y avait des représentants institutionnels qui ont tout bloqué. Je tiens à le dire et je le regrette. Surtout qu'on ne parle pas des PME, là. Parce que sinon, ça ne serait pas du bon lobbying, c'est qu'ils sont efficaces et qu'ils ont des relais aussi au sein de l'administration. On va se diriger, voilà. Merci de ces précisions très intéressantes. On va se diriger vers la conclusion. Et donc, je voudrais faire réagir d'abord. Est-ce que vous vous retrouvez, Antoine, dans les ouvertures qu'a essayé de faire Pascal, est-ce que vous en avez d'autres par rapport à ça? Oui, très vite, et je rebondis sur cette schématisation très parlante de l'obligation de dire, à distinguer de l'obligation de faire. L'obligation de dire, il y a encore beaucoup de progrès. Le dernier mandat est exemplaire en la matière, mais il y a encore un chemin. Obligation de dire qui permet vraiment à l'ensemble des parties prenantes de pouvoir avoir un éclairage total sur les risques d'une part et sur ce que je disais par rapport à la responsabilité qui incombe à chacun. L'obligation de faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui devrait davantage incomber aux entreprises, y compris aux investisseurs en tant qu'acteurs financiers. Ça, c'est dans l'optique d'un politique qui veut contraindre par la loi, mais il y a aussi une obligation de faire en tant qu'institution financière, gestionnaire d'actifs par exemple, qui est actionnaire au nom de ses clients, de ses investisseurs. Vous avez par exemple à travers un label type ISR, par exemple n'importe quelle autre forme d'expression, je pense à l'épargne de long terme, qui par exemple est en contradiction peut-être avec l'idée qu'on cherche un profit à court terme absolu. Il y a une épargne de long terme assez importante qui a besoin d'une meilleure transparence et puis aussi d'avoir un minimum vos chapitres sur la façon dont les entreprises dans lesquelles elles ont un portefeuille anticipent les risques climatiques et comptent contribuer à cette fameuse transition. Aujourd'hui, malheureusement, on est, enfin en tout cas en France, peut-être qu'aux États-Unis c'est plus fluide parce que c'est la culture capitaliste qui le permet.
Oui, voilà, se permettre, enfin, ce CN Climate, et aussi en parallèle un outil complémentaire qui est le dépôt de résolution actionnariale, qui est beaucoup plus simple aux États-Unis qu'en France, enfin, dans les pays anglo-saxons, et qui, pareil, ne viennent pas contraindre le conseil d'administration, simplement qui permet aux actionnaires de prendre voix au chapitre. Et, Pour conclure, et je voudrais demander à chacun d'entre vous de conclure en pas trop longtemps, on voit bien qu'on a là des enjeux assez considérables. Une difficulté des cadres actuels qui ne fonctionnent pas de manière satisfaisante, ni pour vous, dirigeants d'entreprise, ni pour le régulateur, ni forcément pour les institutionnels aujourd'hui, et pas pour la société. Donc il va falloir essayer de tendre vers une évolution qui incarnerait ce capitalisme européen, rénant, un peu différent, qui se veut, entre guillemets, un capitalisme partie prenante, mais qui n'y parvient pas encore clairement aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il faut réouvrir le chantier de la loi Pacte? Est-ce qu'il faut le faire à Bruxelles? Est-ce que ça tient à des réglages? Est-ce qu'il faut faire simplement confiance aux administrateurs dans leur sagesse, expérience, expertise? Quelle est votre recommandation aux uns et aux autres aujourd'hui pour progresser dans cette voie? Et on va commencer peut-être dans ce sens. Je commence par vous, s'il vous plaît. Oui, rapide. Enfin, je pense que la loi Pacte, malgré toutes les contributions qu'elle a pu avoir, mériterait d'être réouverte, parce que de toute manière, le débat à l'époque n'a pas été vraiment clos. Je pense qu'il mérite d'être réouvert. Sur le partage de la valeur, on le voit, ça patine un peu. On voit bien que ce soit du côté des salariés ou des parties prenantes commerciales, fournisseurs, clients, notamment en matière de devoir de vigilance, il y a beaucoup à faire. Niveau européen, idéalement, le contexte politique étant malheureusement ce qu'il est, la France peut prendre sa part dans la prise d'initiative. Donc je peux souhaiter que le gouvernement français prenne des initiatives prochainement, en espérant d'ailleurs que l'amendement soit adopté. Sachant que les ONG sont particulièrement stimulantes sur les propositions du Parlement. Pascal, je parle sous votre contrôle. Donc il n'y a pas que les gouvernements qui instruisent bien. Nathalie? Alors moi je pense qu'il faut séparer la consultation des parties prenantes de cette histoire de vote en Assemblée générale. Les parties prenantes, elles peuvent être consultées par différents biais. D'abord, CSRD, quand même, intègre une avancée essentielle qui est la participation des salariés au dialogue sur la durabilité de l'entreprise. Oui. Donc déjà, si on applique bien cette partie-là de CSRD, on aura fait un grand pas. Ensuite, les différentes parties prenantes, les experts, les ONG, etc., enfin ceux qui étaient cités par Pascal, peuvent être réunis dans le cadre d'un comité des parties prenantes dédié et c'est fait dans beaucoup d'entreprises qui ont adopté une raison d'être ou qui sont entreprises à mission, qui se prononcent sur le résultat des indicateurs de la raison d'être et qui donne son avis sur le pilotage des indicateurs d'impact ESG de l'entreprise. On peut très bien avoir un tableau de bord sur ces sujets et donner voix au chapitre aux représentants des parties prenantes sans forcément les intégrer tous dans le conseil d'administration. S'agissant des investisseurs, enfin, je vous redis quelle est la logique de la demande du FIR et des investisseurs. C'est une logique qui consiste d'abord pour les investisseurs à être responsables de leurs propres impacts et à l'impact de leur financement et donc à bien intégrer le risque environnemental qu'ils ont en portefeuille. La seule façon de le faire, si on ne veut pas en effet exclure de nos portefeuilles les entreprises qui ne sont pas alignées pour laisser d'autres investisseurs moins scrupuleux que nous les financer, eh bien c'est de faire du dialogue actionnarial, mais du dialogue actionnarial qui a du poids. Et donc d'où la proposition des CN Climate généralisée sur la base de critères objectifs sur lesquels on travaille d'ailleurs avec Reclaim Finance et on converge complètement sur quel doit être le contenu de ces CN Climate. C'est dans le projet de loi Industrie verte, c'est un amendement qui a été adopté par l'Assemblée nationale, donc maintenant je vous dis le verdict, c'est plutôt du côté du Sénat, quoi. Voilà, donc on a le véhicule législatif en France pour le faire. Vous faites déjà en partie avec votre France qui est votre conseil consultatif. Antoine, est-ce qu'il faut aller plus loin? Alors tout d'abord, moi je voudrais dire que je regrette que vous n'ayez pas abouti et que je confirme que le patronat allemand est le plus réactionnaire d'Europe et que le patronat américain est bien plus ouvert. J'en veux pour preuve d'ailleurs la modification du premier article de ce qui est l'équivalent de la FEB chez eux, du Business Roundtable. Et je regrette aussi que les chefs d'entreprise majoritairement ne vous aient pas suivi en France. Bon. Car c'est bien la bonne voie, c'est celle-là. Alors à défaut, effectivement, un conseil consultatif est une première voie
pour aller dans ce sens-là. Je rappelle que la loi Pacte est issue du rapport Nota-Sénat, que ce rapport le préconisait, et que même il préconisait que ça soit le cas dans toutes les entreprises, de grandes entreprises dans tous les cas, autant que la raison d'être. Eh bien, moi j'ai regretté que la loi Pacte ne reprenne pas la totalité des propositions du rapport Nota-Sénat. Celle-ci pourrait être prise un conseil consultatif dont le président viendrait rendre compte aux administrateurs, tels qu'ils sont pour l'instant choisis, des réflexions des membres de ce conseil. Alors, chez Veolia, ça s'appelle le comité des Critical Friends depuis 10 ans. Ce sont donc des parties prenantes différentes de celles qui sont présentes au conseil d'administration, notamment beaucoup d'ONG. Hein, et c'est pourquoi, pour le métier de Veolia, d'avoir quelqu'un qui représente, entre guillemets, une ONG environnementale, je ne trouve pas que ça soit du luxe. Hein, et ça permettrait un bien meilleur dialogue entre certaines associations, tout au moins, et l'entreprise. Comme ça a permis un meilleur dialogue entre les salariés, l'entreprise et la direction de l'entreprise, la présence des administrateurs salariés. Donc voilà une voie possible de reprendre le rapport Nota-Sénat et d'y piocher ce qui manque dans une loi Pacte 2, par exemple. Voilà. Mais d'acter dans un document qui est communiqué, d'acter les avis des parties prenantes. Pascal, il y a de l'espoir. Mais il y a plein d'espoir. Ça me faisait penser d'ailleurs, c'est Victor Hugo qui disait que sans la naïveté, on ne peut pas faire de grandes choses. Donc, finalement, on va finir par être naïfs tous les deux, Pascal. Donc, on peut y arriver tous ensemble. Soyez pas complices en étant naïfs. Hein. Non, je suis complice de rien. Mais enfin bon, la paternité de Victor Hugo. Non. Concrètement, on est en train de faire bouger les lignes. Et moi, question France-Europe. D'abord, chacun doit prendre sa part. Donc, celui qui dit « Ah ben moi, j'agis pas en France parce que vous comprenez la Chine, l'Inde, tout ça, pardonnez-moi, mais c'est des foutaises. » C'est chacun dans son entreprise, chacun a sa juste mesure, sa part, il doit la prendre. Et bien sûr que la France, par exemple, avec le devoir de vigilance, elle a servi de phare, entre guillemets, à l'Europe. Et à chaque fois qu'on parle du devoir de vigilance dans l'Union européenne, on dit « Ah ben regardez la France, etc. » Donc on peut démarrer quelque chose. Mais oui, l'Europe. Parce que l'Europe est en train de réaliser sa capacité à peser dans le concert mondial, pas simplement sur un plan économique, mais sur un plan politique, sur un plan historique, et de regarder l'équilibre entre les questions sociales, environnementales et économiques. C'est la marque de fabrique de l'Union européenne. On peut, selon les majorités, plus à gauche, plus à droite, le curseur se déplace. Mais la réalité, c'est qu'on essaye de trouver cet équilibre, à la différence de beaucoup d'autres espaces sur cette planète. Donc l'Europe est le bon endroit. Par ailleurs, l'Europe est le seul endroit où nous pouvons être des rules makers, c'est-à-dire en capacité, non pas de subir comme on a fait pour l'IFRS. J'ai beaucoup de respect pour Emmanuel Faber et je n'ai pas de problème avec ça. Mais je dis simplement qu'il y en a marre d'être toujours à la remorque des États-Unis. Tout simplement. Et ça n'est pas de l'anti-américanisme quand je dis ça. Je dis tout simplement que nous avons une tradition juridique, une tradition économique, une tradition sociale qui n'est pas celle des États-Unis, de la Chine ou du Japon. N'ayons pas honte de ce que nous sommes et soyons donc des normatifs. Après, il faut être ouvert, discuter, regarder ce que font les autres et trouver les équilibres. Mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est la première fois que l'Europe ose dire, et elle le fait sur le devoir de vigilance, et j'espère qu'on va aller au bout, parce que c'est ça vraiment qui serait très important, c'est sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On prend nos responsabilités et on dit, vous savez quoi, entreprise chinoise ou entreprise autre qui opérait en Europe, vous allez respecter les mêmes règles. Parce qu'il y en a marre du moment où nous, on s'interdit le travail des enfants, l'esclavage, etc., à juste titre, mais que nos propres entreprises soient en concurrence, je ne dis même pas celles qui le font, parce que ça, j'espère que ça va s'arrêter très vite, mais soient demain en concurrence avec des entreprises qui, elles, ne respectent pas les mêmes règles et qui inondent le marché européen. Donc il ne faut pas être naïf, vous voyez, pour le coup, je vous rejoins totalement, il faut que l'on protège aussi nos valeurs à travers le droit et notre économie. Voilà pourquoi je suis optimiste et pourquoi on va y arriver. Voilà. C'est pas moi, mais il y en a d'autres qui le font. Bravo.